est 6 h à Paris, bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau journal. À la une, l'Égypte se réveille après une nuit très calme. La veille, 36 détenus islamistes ont été tués lors d'une tentative d'évasion. Les frères musulmans ont annulé certaines de leurs manifestations pour éviter un regain de violence. Quant aux autorités de transition, elles ne comptent pas plier devant la confrérie. Gibraltar, le rocher qui continue à attiser les convoitises après le bras de fer diplomatique entre Londres et Madrid. Ce sont les pêcheurs espagnols qui manifestent en mer contre la construction lancée par l'enclave britannique d'un récif artificiel. Et puis fin des mondiaux d'athlétisme à Moscou, mais la polémique sur le baiser de deux athlètes russes ne fait qu'enfler. Pour le ministre russe des Sports, la loi anti-gay durant ces mondiaux est tout simplement gonflée par les médias occidentaux. En ligne de mire, les JO 2014 de Sochi. Mais avant ces images d'une Égypte réduite au silence qui vient de passer une nouvelle nuit de couvre-feu, changement radical d'habitude donc chez les kérotes. Les quelques rares personnes autorisées à circuler ou encore les téméraires sont arrêtés à chaque coin de rue par les forces de sécurité. L'Égypte qui vit depuis 6 jours maintenant sous le régime de l'état d'urgence. L'Égypte, donc au lendemain d'une journée relativement calme, les pro-Morsi ont annulé plusieurs de leurs manifestations pour éviter un nouveau bain de sang. Une soirée toutefois marquée par la mort par asphyxie de 36 prisonniers islamistes qui tentaient de s'évader. De son côté, le régime égyptien de transition multiplie les sorties médiatiques avec un mot d'ordre, fermeté. Grégory Fontana. Des quartiers entiers totalement bouclés par les militaires, les bâtiments publics sécurisés par des barrages et multiplication des contrôles. Difficile dans ces conditions de manifester sans risquer de nouveaux affrontements. Les frères musulmans ont donc décidé d'annuler toutes leurs manifestations, évoquant des raisons de sécurité. Premier jour d'accalmie et première sortie médiatique depuis le bain de sang de mercredi du nouvel homme fort du pays. L'heure reste à la fermeté. Ceux qui pensent que la violence fera plier l'État se trompent. Nous ne resterons pas les bras croisés face à la destruction de la nation. Un peu plus tôt, le ministre égyptien des Affaires étrangères se livrait à un exercice médiatique quelque peu similaire. S'appuyant sur des photos prises ces derniers jours, il justifie la répression par la lutte contre le terrorisme et accuse les frères musulmans d'être les seuls et uniques responsables des violences. Dans cette crise, où les images ont leur importance, c'est également dans un hôpital que des journalistes ont été conviés par les autorités pour venir recueillir les témoignages de policiers blessés lors d'affrontements. Dans ce climat, ils étaient pourtant quelques centaines de partisans de Mohamed Morsi à tenter de se rassembler, comme ici près de la Haute Cour constitutionnelle, ou bien à des carrefours. Nous sommes pour la légalité du président Morsi et nous sommes opposés au coup d'État militaire. Ceux qui tuent nos frères et nos enfants vont à l'encontre de la volonté de Dieu. On est bien loin de la mobilisation de ces derniers jours. Le niveau des violences en Égypte n'est pas acceptable. Les mots sont signés François Hollande. Le président français appelle le régime égyptien à organiser des élections dans un délai rapide. Il s'exprimait après un entretien avec le chef de la diplomatie saoudienne, Saoud Al-Faisal. Une position de Paris sur la situation en Égypte également rappelée par Laurent Fabius qui recevait, lui, son homologue qatarien Khalid Ben Mohamed Al Attiyah, le ministre français des Affaires étrangères, qui est par ailleurs revenu chez nos confrères de France 2 sur le cas des ressortissants français en Égypte, mais aussi des touristes. On l'écoute. Il y a recensé 6200 Français. Bon, aujourd'hui, beaucoup sont en vacances. Mais symétriquement, nous avons beaucoup de touristes. Bon, vis-à-vis des touristes, la consigne, elle est claire. Et il n'y a pas à tourner autour du pot. Il est formellement déconseillé de se rendre en Égypte. Donc ça, c'est clair. Pour ce qui concerne les Français, nous n'avons pas donné de l'ordre d'évacuation. Simplement, nous disons, et nous avons des contacts avec eux par différents moyens techniques, n'allez pas près des manifestations, ne sortez pas de chez vous. Et justement, à propos des touristes qui font pourtant tourner l'économie du pays, il y a urgence dans une Égypte à feu et à sang. Voilà plusieurs mois que les sites archéologiques sont boudés et les événements récents ne sont pas prêts d'arranger la situation. François Mazur. L'eau est toujours aussi claire, le sable aussi chaud et le soleil aussi tapant. Mais les touristes, eux, ont comme un arrière-goût de vacances gâchées. Difficile de se relaxer totalement lorsqu'à 500 km de là, le pays se déchire. L'Europe, dans une quasi-unanimité, déconseille les départs vers l'Égypte. Certains pays ont même rapatrié les touristes.
Cécile Lambrecht dirige depuis près de 30 ans des hôtels de prestige en Égypte. Pour elle, la situation actuelle est une véritable catastrophe. Les Scandinaves sont repatriés, tous repatriés, hier et aujourd'hui. Donc les Belges doivent retourner, les Néerlandais doivent retourner. Donc on aura partout dans la mer Rouge des hôtels vides, partout. Et vous ne comprenez pas alors cette situation où le gouvernement impose de rentrer? Non, on doit respecter le gouvernement, mais je ne comprends pas. Le Caire est loin d'ici. Donc ce qui se passe ici, il ne se passe rien ici. Si tout est calme. Tout semble calme dans les stations balnéaires, à tel point que certains touristes ne comprennent pas une décision aussi brutale. Mais tout va bien, tout c'est super. Les restaurants, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est bien. On est nourri super. Il y a un petit peu de personnes de l'armée qui protègent tout le monde si en cas que, mais pour nous autres, on n'a pas de couvre-feu, rien du tout. Tout est bien. Alors si malgré cela les plages se désertent, imaginez-vous le tourisme dans la capitale, berceau de la civilisation égyptienne. Il n'y a plus le moindre étranger. Le tourisme en Égypte, c'est 11% du PIB, 3 millions de personnes employées, pour un résultat record en 2010 de 13 milliards de dollars. Dès lors, aujourd'hui, c'est l'économie égyptienne tout entière qui vacille. L'économie a déjà traversé 2 années et demie très douloureuses, donc cela va continuer et bien entendu le tourisme va être touché pour une très longue période. En 2010, l'Égypte comptait 15 millions de touristes, aujourd'hui volatilisés. Une catastrophe économique supplémentaire pour le pays, qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Dans l'actualité également, l'arrivée des inspecteurs des Nations Unies à Damas. Leur mission, enquêter sur la présence et l'utilisation d'armes chimiques pendant le conflit en Syrie qui a commencé en mars 2011. Et ils ont 15 jours pour mener leur enquête. Et à l'intérieur de cette Syrie en guerre, une autre guerre livrée cette fois entre des combattants kurdes syriens et des groupes djihadistes de plus en plus nombreux parmi l'opposition syrienne. C'est le cas du Front Al-Nosra. Son projet, créer un émirat salafiste en Syrie, ce qui n'est évidemment pas du goût des Kurdes syriens. Et là encore, ce sont les civils qui sont pris entre deux feux. Amandine Sellé. Ils viennent du nord-est de la Syrie, de la région d'Alep, Efrin ou Kamishli. Ces civils kurdes sont venus trouver refuge au Kurdistan irakien. Nous sommes venus 3 ou 4 fois avant, mais nous ne pouvions traverser la frontière parce qu'à chaque fois, ils nous disaient que les frontières étaient fermées. Et aujourd'hui, je suis passée de justesse. Par crainte de voir le conflit syrien déborder dans leur pays, les autorités kurdes irakiennes maintenaient leurs frontières fermées depuis le mois de mai. Mais face à l'afflux massif et soudain de réfugiés, les portes sont à nouveau ouvertes. 7000 personnes ont traversé la frontière le 15 août et 7000 autres le 16. Aujourd'hui, ils doivent être encore aussi nombreux. Selon les autorités kurdes irakiennes, 15 000 personnes auraient traversé la frontière depuis jeudi. Des familles qui fuient le chômage et la famine, mais surtout les menaces des djihadistes du Front Al-Nosra qui accusent les Kurdes de soutenir le régime de Bachar el-Assad. Ils coupent les têtes, même les têtes des enfants. Un groupe du Front Al-Nosra a autorisé ces tueries, ce massacre de la population kurde de Syrie. Ils ont autorisé le pillage de nos villages, de nos biens, de nos femmes. Minorité relativement ignorée, les 3 millions de Kurdes de Syrie se retrouvent pris entre deux feux depuis le mois de juillet. D'abord rangés du côté de l'opposition armée contre le régime d'Al-Assad, les combattants kurdes ont rapidement dénoncé les exactions de certains groupes salafistes radicaux et pris les armes contre eux. Une guerre au cœur de la guerre. Depuis la mi-juillet, 700 civils kurdes auraient ainsi été enlevés, une centaine d'autres assassinés. Et puis c'est officiel, Michel Djotodia est le nouveau président centrafricain, l'ex-chef rebelle qui a renversé le pouvoir de François Bozizé en mars dernier, a prêté serment ce dimanche, président donc par intérim. D'ici 1 an et demi, il a promis d'organiser des élections générales.
Dans l'actualité européenne, Gibraltar, toujours le détroit de la discorde entre l'Espagne et la Grande-Bretagne. Après les tensions politiques, place aux tensions sociales. Les pêcheurs espagnols ont manifesté en face du rocher. Ils protestent contre le récif artificiel construit en mer Méditerranée par les Britanniques et qui les freine dans leur travail. Anne Verdaguet. Des dizaines de bateaux de pêche espagnols ont mis le cap en début de matinée vers les récifs en béton installés au fond de la mer en baie de Gibraltar sous bonne escorte. Encouragés depuis la côte espagnole par d'autres manifestants, les pêcheurs sont restés 1 heure sur place pour exprimer leur colère. Depuis plus de 3 semaines, ces blocs de béton les empêchent d'approcher les côtes et de déployer leurs filets, les privant de leur gagne-pain journalier. Si mon bateau reste à quai, je perds beaucoup d'argent tous les jours. C'est la même chose pour les personnes qui travaillent pour moi. Nous perdons tous gros, entre 300 et 500 euros par jour. Ce que l'on perd, c'est une baie tout entière gorgée de poissons. C'est là qu'on avait l'habitude de pêcher et à cause de ces blocs de béton, nous ne pouvons plus travailler. Gibraltar dit vouloir protéger l'écosystème marin et empêcher la surpêche. Madrid a pour sa part renforcé les contrôles routiers à sa frontière avec Gibraltar. Des queues de plusieurs kilomètres se sont formées ces derniers jours. Des contrôles pour lutter contre la contrebande, notamment de cigarettes, assurent les autorités espagnoles. Pour Gibraltar, il s'agit tout simplement de représailles mal dissimulées. C'est une excuse créée de toutes pièces et c'est une querelle fabriquée par l'Espagne pour 2 raisons. Pour dissimuler les accusations de corruption envers son gouvernement et pour forcer Gibraltar à plier sur un différend qui n'a pas lieu d'être. Le Premier ministre britannique David Cameron appelle la Commission européenne à intervenir et demande l'envoi d'urgence d'une équipe d'observateurs à la frontière entre Gibraltar et l'Espagne. On poursuit avec cette page sombre de l'histoire de France. Ce sont un peu les harkis d'Indochine, réfugiés en France depuis 1956. Après la chute de Dien Bien Phu, ils ont été accueillis dans des camps de fortune. Mais chaque année, ils se rassemblent le week-end du 15 août pour entretenir le souvenir. Rencontre avec ces oubliés du Vietnam, Hervé Goodman. Un banquet avec des nems et du gnoc mam. Et surtout 3 voire 4 générations d'Eurasiens venus de toute la France pour sa fête du 15 août. Un rituel au CAFI, centre d'accueil de Français d'Indochine. Ce lieu de mémoire, c'est la mémoire de nos parents, c'est la mémoire de notre combat, la mémoire de notre histoire et la mémoire de toute la communauté indo-chinoise qui ont quitté le Vietnam en 1956. Cette histoire qui n'est pas discutée dans les livres d'école, qui n'est pas montrée à la télévision, qui a été cachée depuis des années. C'est l'histoire d'un déracinement de femmes et d'enfants, de militaires, de colons et de fonctionnaires français après la défaite de Dien Bien Phu et qui ont cru à l'hospitalité de la France. Là-bas, il faisait très chaud, et puis ici, ils sont arrivés en 56, on pouvait marcher sur le Lot. C'est pour vous dire qu'il y avait un froid glacial. C'était énorme, c'était énorme. Mais bon, c'est vrai que les parents, ils ne se sont jamais plaints, donc l'histoire, elle est un peu occultée par leur discrétion. Et de la dignité pour supporter dans cet ancien camp militaire des conditions de vie très dures. Administration postcoloniale du camp avec un règlement spécifique, discriminant, qui interdit plus qu'il n'autorise. Par exemple, les machines à laver, et ma mère a eu droit à une machine à laver parce qu'elle était mère de famille nombreuse. Mais les autres familles n'avaient pas droit. C'était indiqué dans le règlement de l'arrêté Morlot. Mais après 60 ans d'existence coincés hors du monde, pour la centaine de résidents qui vivent ici, le provisoire est devenu éternité. Mais j'aime ici, comme c'est son Vietnam. C'est son Vietnam à elle. Oui. Ben oui. Comme si elle est née ici. Filiation, métissage. Pour l'ethnologue Dominique Roland, l'histoire des CAFI, c'est l'histoire d'une reconnaissance de la France qui n'est jamais venue. Être métis, c'est porter en soi deux parts d'un monde inégal, c'est être à la fois colonisateur et colonisé, dominant-dominé, possédé-dépossédé, etc. C'est pas du tout un espèce de truc rigolo qu'on essaie de nous faire accroire, c'est pas ça. C'est une difficulté d'être. Baptisé le camp des oubliés, aujourd'hui le CAFI fait peau neuve. Demain, avec sa nouvelle pagode, son musée, ce petit Vietnam sur Lot sera le gardien d'une mémoire honorée.
Un baiser qui fait parler. Les relayeuses russes du 4x400 se sont embrassées sur la bouche pour célébrer leur médaille d'or aux mondiaux d'athlétisme de Moscou. Un geste engagé qui intervient alors que la loi contre la propagande homosexuelle a été promulguée en Russie. Une polémique qui a fait réagir le ministre russe des Sports et qui pourrait même s'inviter aux Jeux Olympiques d'hiver de Sochi. Tanguy Toussaint. Cette déclaration du ministre des Sports russe ne va pas calmer le climat en Russie. En guise de conclusion pour ces mondiaux d'athlétisme, il est revenu sur la loi controversée. Les propos sont très clairs. Nous voulons protéger nos enfants, dont les esprits n'ont pas encore été façonnés à la propagande de la toxicomanie, l'alcoolisme et les relations sexuelles non traditionnelles. Le ministre et le gouvernement de Moscou ont trouvé une alliée de choix. La star russe de ces Jeux, médaille d'or au saut à la perche. Si nous permettons de promouvoir et faire ce genre de choses dans les rues, nous aurons peur pour notre nation parce que nous nous considérons normaux, des gens standards qui vivent garçons avec filles et filles avec garçons. Elle a démenti depuis, estimant avoir été mal comprise, mais ça a fait du bruit. Pour moi, elle a dépassé les bornes, parce qu'elle ne reconnaît pas la normalité chez nos amis gays et lesbiennes, et qu'elle ne veut pas leur bonheur et leurs droits. Je pense qu'elle a détruit sa réputation dans pas mal de pays et parmi beaucoup d'athlètes. Cette perchiste suédoise s'est présentée dans le stade avec les ongles arc-en-ciel, le symbole gay qu'elle a dû retirer à la demande de sa fédération. Il y a eu aussi ce geste courageux de deux athlètes russes, toutes deux médaillées d'or samedi. Un baiser qui passera sur les chaînes du monde entier. Des démonstrations de ce genre et des pétitions circulent pour ôter à la Russie l'organisation des Jeux Olympiques de Sochi en 2014, tant que cette loi sera maintenue. Le président du comité olympique russe affirme qu'il n'y aura pas de discrimination et que tous les athlètes seront respectés. En tout cas, lui est respecté comme il se doit. Usain Bolt entre dans la légende aux côtés de Carl Lewis. Après le 100 mètres et le 200 mètres, le sprinter jamaïcain remporte une 3e médaille d'or sur le relais 4x100 mètres messieurs aux mondiaux d'athlétisme de Moscou qui viennent de s'achever. C'est le 8e titre mondial de sa carrière. Et côté tennis, encore un exploit signé Rafael Nadal qui remporte le tournoi de Cincinnati face à John Isner 7-6, 7-6. De bon augure à une semaine de l'ouverture de l'US Open. Au passage, Rafael Nadal retrouve son statut de numéro 2 mondial. Autre match très accroché, celui de Victoria Azarenka qui est venue à bout de la numéro 1 mondiale, Serena Williams. La Bélarusienne s'est imposée en 3 manches de 6, 6-2, 7-6. Un visage pour finir, celui de Carmelo. Il est bolivien et il aurait 123 ans. Ses papiers sont en cours d'identification pour vérifier s'il est bien le doyen de l'humanité, comme il affirme. Quels sont ses secrets de jouvence? Jérémy Armand s'est penché sur la question. Enveloppé d'un poncho et coiffé d'un bonnet péruvien, voici Carmelo Flores Lora, l'homme, paraît-il, le plus vieux du monde. À plus de 4000 mètres d'altitude, dans les sommets des Andes, il coule des jours paisibles depuis plus de 100 ans. Des conditions de vie pourtant rudimentaires, son village est privé d'eau courante. Alors ses derniers compagnons, ce sont ses animaux. Tous ceux qui vivaient ici sont morts, hommes et femmes. Je suis le seul encore vivant. Même mon épouse est morte. Voici la preuve de son âge canonique, 123 ans. Une naissance le 16 juillet 1890. À l'époque, pas de tour Eiffel ni de cinéma. Son certificat est toujours en cours d'authentification, mais il pourrait bien déloger du record de longévité notre Jeanne Calment national et ses 122 ans. Jeanne Calment, dont le secret de jouvence était le porto et le chocolat. C'est bon. Carmelo, lui, n'a plus aucune dent, mais il mâche des feuilles de coca et suit un régime 100% naturel. J'ai pris l'habitude de manger des champignons avec des feuilles de quinoa et de l'orge, parce que je n'avais pas de riz ni de vermicelle. Pas très appétissant à première vue, mais pour gagner des années, une recette peut-être à méditer. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Pour plus d'informations, je vous invite à vous connecter sur notre site internet tv5monde.com. À très bientôt sur notre chaîne.
Merci.